Dans cette vidéo, j'ai préparé un guide ultime de la négociation. C'est la compilation de centaines de vidéos YouTube, d'articles de blog et des livres que j'ai pu lire par dizaines. Vous allez découvrir des dizaines de techniques de négociation, parmi lesquelles vous allez pouvoir piocher celles qui vous plaisent. Écoutez bien et vous allez avoir les outils pour négocier votre prochaine augmentation de salaire, l'achat de votre bien immobilier, un achat d'un véhicule, voire même pour faire finir son assiette de légumes à votre enfant. Mon premier conseil lorsque vous allez préparer une négociation est de bien faire attention au contexte. Souvent, on se focalise sur l'objet, une voiture, un bien immobilier, un salaire, etc. et on en oublie les personnes, la personne que vous allez avoir en face de vous pour négocier. Faites bien attention à ça. Souvent, on ne négocie pas un objet, on négocie plutôt une personne. Et je vous invite au début à poser beaucoup de questions et à obtenir le maximum d'éléments sur le contexte pour savoir comment est-ce que vous allez négocier. De cette manière-là, il y a deux types de négociations, celles où on négocie sur l'objet, des négociations plutôt techniques, et celles où on négocie plutôt sur la personne en utilisant des biais psychologiques et les éléments de personnalité de la personne que vous avez en face. Pour commencer, la base c'est de préparer sa négociation. Avant les éléments techniques, il faut déjà savoir ce que l'on veut, ce que l'on peut lâcher, ce que l'on doit refuser. Si on ne prépare pas, on improvise et on subit la structure de l'autre personne. Pourquoi est-ce que c'est puissant ? Parce que la majorité des erreurs, ça vient d'un flou. On n'a pas posé de limite, on n'a pas de cadre clair, on n'a pas de variable, on n'a pas de trade-off, de choses que l'on peut lâcher. Et on n'a pas de plan B si jamais ça bloque. La préparation, c'est vraiment la base pour transformer la négociation. Il faut que la négociation elle ne soit pas émotionnelle, il faut qu'elle soit rationnelle. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est déjà de définir 3 chiffres, 3 bornes. Un objectif, une cible réaliste et un point de rupture. Il faut lister ces variables. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer ? Évidemment, le prix. Généralement, une négociation porte sur un prix. Mais il y a également le délai, il y a la qualité, il y a les garanties, il y a le volume, il y a le fait qu'il y ait une exclusivité, il y a des délais de paiement, il y a un type de conditions, etc., etc. Tous ces éléments-là font partie de la négociation. On peut également préparer de la même manière un plan avec les concessions, ce qu'on est prêt à lâcher. Mais par contre, si on lâche quelque chose, c'est toujours en échange. On n'a jamais de don gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut lâcher et contre quoi est-ce qu'on va le lâcher ? Et on peut aussi également poser 5 questions de diagnostic. Du coup, pour découvrir quelles sont les priorités réelles. Par exemple, je donne un exemple, mais en immobilier, on est prêt à accepter un prix un peu plus bas, mais si jamais on signe avec des clauses qui sont beaucoup plus flexibles. S'il n'y a pas de conditions de financement, évidemment, cela permet d'accepter un prix qui est un peu plus bas. Dans une négociation d'un contrat de prestation, on est prêt à baisser le prix si jamais il y a un engagement sur un certain temps, ou alors si jamais il y a un paiement à l'avance. Dans un recrutement, on peut être prêt à accepter un fixe un peu plus bas si jamais on a un variable plus élevé, si jamais on a du télétravail, si jamais on a une possibilité de croissance rapide dans l'entreprise. Avant de parler technique, il faut absolument un filet de sécurité qui est le plan B. Et justement, la suite, c'est le plan B, le BATNA. Comment est-ce qu'on peut se donner du pouvoir en ayant une alternative ? Le BATNA, c'est la meilleure alternative si jamais l'accord n'existe pas. Ok, si jamais la négociation ne va pas au bout et que je ne peux pas avoir ce que je veux dans cette négociation, qu'est-ce que j'ai par ailleurs ? Avoir une BATNA, c'est avoir un filet de sécurité. C'est savoir que si jamais on refuse la négociation, on va gagner en sérénité parce que par ailleurs, notre alternative est bonne et elle nous convient. Plus on est serein, plus on est détaché émotionnellement, et moins on est prêt à accepter un mauvais deal juste pour se sauver la face. La BATNA, c'est le standard pour évaluer une offre et savoir si on doit quitter la table. Comment faire cette technique ? Déjà, c'est de se poser la question, quel est mon plan B ? Si jamais la négociation n'aboutit pas, qu'est-ce que je vais faire ? Si jamais je n'arrive pas à vendre ce bien, c'est pas grave, je le mettrai en location. Si jamais je n'arrive pas à avoir cet emploi, j'ai quand même un choix parce que je dois aller ailleurs. Évidemment, si vous arrivez et que vous n'avez qu'une seule offre d'emploi qui vous a accepté, alors votre négociation, elle est un peu biaisée parce que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. L'idée, c'est de réussir à améliorer sa BATNA avant de commencer la négociation. Je reprends l'exemple sur l'offre d'emploi, d'aller prospecter suffisamment pour avoir suffisamment d'offres d'emploi pour avoir des choix. Dans l'immobilier, quand on veut acheter une maison, l'idée c'est d'en avoir plusieurs potentiels. Si jamais celle que l'on souhaite en premier ne convient pas parce que la négociation ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, j'ai une alternative. Et du coup, je ne vais pas concéder sur des choses qui sont très importantes pour moi dans cette négociation. Dans le business, c'est par exemple pouvoir se dire, ok, si ce gros client ne signe pas, alors ce n'est pas grave, je vais pouvoir quand même remplir mon chiffre d'affaires avec ces 2 plus petits clients qui, eux, vont me permettre de quand même assurer mon année. Maintenant qu'on a un plan B, voyons si jamais un accord est tout de même possible. Cette technique, qui a également un nom, nous allons parler de la ZOPA, la zone d'accord possible.
et quand est-ce qu'il faut arrêter. La description de la ZOPA, cette zone d'accord possible, c'est le moment où il y a un chevauchement des deux parties, une zone dans laquelle cela convient aux deux parties. Pourquoi est-ce que la ZOPA c'est très puissant? Parce que ça évite deux pièges principaux. Ça évite d'insister trop longtemps dans un deal qui est mort, parce qu'on est sorti du cadre d'une des deux parties, et ça évite d'accepter un deal qui est en dehors de ses limites parce qu'on est trop investi, parce que ça fait trop longtemps qu'on négocie, etc., alors qu'au final ça ne nous convient pas. Ça arrive des fois émotionnellement, on est trop impliqué, et du coup on est tellement impliqué qu'en fait on est encore dedans, alors qu'au final ça ne sert plus à rien de négocier. Comment utiliser cette technique? Déjà, c'est d'estimer sa propre limite et d'estimer la limite de l'autre. Forcément, la limite de l'autre, elle est basée sur des hypothèses. Ça implique de connaître la personne en face, d'avoir posé des questions, leur projet, leur contexte, leur personnalité. Et par rapport à ça, ça permet d'avoir les zones de chevauchement. Et du coup, on va ensuite essayer d'élargir cette zone. On peut sortir du cadre, sortir d'un prix seulement, mais d'aller voir sur des délais, sur un volume, sur des garanties, sur un risque associé. Et si jamais il n'y a aucune variable qui bouge, et ben dans ce cas-là, on l'assume. Ok, on n'est pas d'accord sur ces points-là, c'est pas grave. Prenons un exemple. Vous avez un client qui veut faire une réduction de 40% du prix. Pour vous, c'est pas acceptable sur le prix. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de réduire le périmètre sur lequel vous allez intervenir, du coup de diminuer la valeur globale de la prestation, ou alors de changer le format. C'est-à-dire que lui, son cadre implique surtout un prix. Vous avez quelque chose qui est possible, qui est plutôt basé sur un taux horaire, et vous allez trouver un accord entre les deux qui peut fonctionner. Un autre exemple, c'est pour une offre d'emploi. Si jamais il y a un budget sur le salaire qui est fixe, mais avec un variable possible, alors pourquoi ne pas déplacer la ZOPA vers le package global et se dire qu'ok, le fixe reste le même, mais on va jouer sur d'autres choses, d'autres avantages, des mutuelles, etc., etc. Et quand il y a une zone d'accord, encore faut-il négocier intelligemment. Nous allons maintenant parler de la méthode Harvard, Getting to Yes, avec ses 4 principes principaux. La méthode Harvard, elle sert de squelette et elle évite de se battre sur des positions et elle pousse à construire un accord qui soit solide, qui soit justifiable et qui soit durable. Les 4 piliers de cette méthode de négociation sont 1. De séparer les personnes du problème, de se focaliser sur les intérêts, d'inventer des options, d'utiliser des critères objectifs. Pourquoi est-ce que c'est puissant? C'est puissant parce que ça réduit les conflits d'ego. Du coup, en se basant sur des choses qui sont factuelles, ça donne un langage qui est neutre. Même face à quelqu'un de dur, on a quelque chose de factuel. Comment est-ce qu'on va faire? Rentrons dans des exemples. Pour séparer la personne du problème et protéger la relation, on va proposer plusieurs chemins. Par exemple, on va formuler « On n'est pas en désaccord, toi et moi. On est juste en désaccord sur le risque. » Ou alors « Ton besoin, c'est d'avoir du cash maintenant. C'est pas forcément d'avoir le prix le plus haut. » Ce qui permet de sortir la personne du problème et d'identifier le problème. Ou encore, on se base sur 3 comparables du marché et on ajuste par rapport à ça. Dans une négociation en immobilier, par exemple, vous allez comparer par rapport à des biens que vous pouvez voir pour sortir de l'affect et aller placer des maisons en comparatif pour pouvoir remettre de la rationalité dans la négociation. En immobilier, il y a une technique qui marche très bien. Vous arrivez avec 3 biens qui ont été vendus de manière proche, similaire, en termes de prix et en termes d'emplacement dans les derniers mois, vous les présentez au client, vous les présentez au vendeur, et vous lui dites, sans afficher le prix, quel prix seriez-vous prêt à mettre sur cette maison. Et vous verrez que, très régulièrement, il propose un prix très proche de la réalité. Ce qui permet de le sortir du cadre et de sortir l'affect sur sa propre maison en disant bah oui effectivement ces maisons-là sont comparables aux vôtres et vous avez proposé un prix qui est un prix de marché et sur votre maison, les clients acquéreurs vont sûrement proposer la même chose. Et cette méthode marche d'autant mieux quand on a les bonnes informations dès le début. Maintenant, nous allons apprendre comment faire un diagnostic et une découverte de la personne. Comment faire pour gagner cette information qui vaudra de l'or dans la suite de la négociation. Une négociation, ça se gagne souvent avant d'avoir des offres. Quand on comprend ce qui va compter pour la personne en face, ce qui va compter pour l'autre. Quelles sont ses contraintes, quelles sont ses peurs, quelles sont ses priorités, quelles sont ses métriques internes. Pourquoi est-ce que ça c'est puissant? Parce qu'en fait on se rend compte que chacun est prêt à faire des concessions qui sont peu coûteuses pour lui-même, mais qui vont être très précieuses pour la partie d'en face. Et ça c'est la base de la création de valeur. Comment est-ce qu'on va faire techniquement? On va poser des questions qui sont orientées sur la contrainte. Qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui? Des questions d'arbitrage. Entre un délai court et un prix élevé, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On va reformuler pour faire confirmer. Par exemple, en immobilier, si on comprend que le vendeur veut surtout une date de sortie parce qu'il a un projet par la suite, c'est une information qui est incroyablement pertinente. Même s'il campe sur le prix, on se rend compte que son point de friction principal est plutôt la date à laquelle il va vendre sa maison. Si jamais quand vous négociez votre salaire, vous apprenez que le budget est fixe, mais que le package est flexible, ça vous donne une information gigantesque. Et pour obtenir ces informations sans braquer, il faut une arme simple. Dans la vente et la négociation, il y a un élément qui est principal, qui est l'écoute active.
L'écoute active, c'est savoir reformuler, résumer, utiliser l'effet miroir en répétant des mots, et surtout respecter le silence. L'idée de l'écoute active, c'est que ce soit l'autre qui parle. On le fait parler et on récupère l'information. On désamorce la tension. On laisse parler la personne jusqu'au bout de sa pensée. On ne le coupe pas, on n'essaye pas de placer un mot parce qu'il faut absolument parler. En faisant ça, on passe pour quelqu'un de sérieux. Pourquoi est-ce que c'est puissant l'écoute active ? Parce que quand on écoute l'autre parler, l'autre va baisser sa garde. Quand il se sent compris, quand il a été au bout de sa pensée, derrière, il va baisser sa garde, il va nous laisser sa confiance. Et surtout, plus il parle, plus nous pouvons négocier avec des faits, plus nous avons d'éléments. Très concrètement, la technique, c'est d'utiliser le miroir. On répète les derniers mots-clés en question. Ça permet de relancer la conversation pour être sûr que l'autre aille au bout de sa pensée. C'est d'utiliser des résumés. Si je résume, puis on reformule ce que la personne a dit. Et surtout, c'est de respecter le silence. Ne pas vouloir parler absolument. Laisser des longs silences. Même une fois que l'autre s'est arrêté de parler, on respecte le silence, ce qui va lui permettre de laisser travailler sa pensée et d'aller encore plus loin dans ce qu'il a à nous dire. Par exemple, dans une négociation, si quelqu'un vous dit « c'est trop cher », vous pouvez dire « c'est trop cher, mais trop cher par rapport à quoi ?» Ou alors une autre phrase par exemple, « donc votre crainte c'est lié au risque sur le paiement ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?» Et vous laissez la personne parler. Et elle va peut-être vous expliquer qu'elle a un jour eu une personne qui a eu un défaut de paiement ou quelque chose comme ça, que ça l'a beaucoup impacté. Laissez des silences. L'écoute c'est très bien, mais quand l'émotion monte, il faut également savoir la gérer. Nous allons désamorcer l'émotion avec une technique qui s'appelle l'étiquetage. Le principe de l'étiquetage, c'est d'aller nommer l'émotion que ressent la personne. On dirait que la route a été très difficile pour vous. On dirait que vous êtes un petit peu fatigué. Est-ce qu'un café pourrait vous faire plaisir ? Dans l'étiquetage, l'idée c'est d'aller nommer ce que ressent l'autre. Pourquoi est-ce que l'étiquetage c'est aussi puissant ? Parce qu'avec l'étiquetage, vous diminuez la tension sans avoir à justifier. Vous rendez juste l'échange plus rationnel, plus négociable. La personne d'en face se sent comprise. Avec l'étiquetage, vous pouvez utiliser au milieu de votre négociation des questions calibrées pour avancer. Par exemple, on dirait que vous avez peur que le projet dérape, auquel cas vous mettez un nom sur l'émotion que la personne va ressentir. Si vous êtes acheteur, vous allez penser que je chipote, mais je veux cadrer la garantie, ce qui permet également de poser l'étiquetage sur ce que vous ressentez. Une fois que l'émotion elle est identifiée et elle est calmée, alors on peut reprendre le contrôle avec les bonnes questions. Et les bonnes questions sont les questions calibrées. Qu'est-ce qu'une question calibrée ? Une question calibrée, c'est une question en comment, en quoi. Une question qui permet de garder le contrôle sans être agressif. L'idée c'est de donner l'illusion de contrôle. On fait croire à l'autre qu'il dirige, mais en fait la structure des options est posée par nos propres questions. Pourquoi est-ce que c'est très puissant ? Parce que ça évite le bras de fer, ça évite l'affrontement. On oblige l'autre à résoudre le problème avec nous. L'idée qui a été popularisée par Chris Voss dans son application, c'est de poser des questions en comment. Comment est-ce que nous allons faire concrètement pour arriver au but ? Qu'est-ce qui vous ferait dire oui aujourd'hui ? Quoi d'autre vous ferait changer d'avis ? Et puis ensuite on peut proposer 2 ou 3 options. Des exemples très concrets. Dans une négociation immobilière, ça pourrait être « Comment souhaitez-vous avancer sur la partie financement pour atteindre ce prix ?» Utilisez des questions en comment. Et ces questions, elles servent surtout à une chose, à élargir le deal, et pas seulement à discuter sur le prix. Nous allons maintenant parler de comment créer de la valeur, avec les techniques du log rolling, méso et les échanges multisujets. L'idée, c'est que quand on ne peut pas gagner sur un sujet, généralement sur le prix, alors on élargit pour avoir plusieurs enjeux. L'idée, c'est d'avoir plusieurs packages, plusieurs chemins possibles. Et pourquoi est-ce que c'est puissant ? Parce que c'est comme ça qu'on passe d'un duel sur un seul chiffre à une négociation sur plusieurs dimensions. Les mésos, donc les offres équivalentes simultanées, elles aident à révéler les priorités et à débloquer la situation. L'idée du log rolling, c'est d'échanger des concessions sur des sujets qui sont valorisés différemment. Sur autre chose que le prix, on va lâcher quelque chose. Concrètement, comment faire ? On peut créer 3 offres qui sont équivalentes pour nous, mais qui sont différentes pour l'autre dans la structure. Par exemple, sur A, je vais avoir un prix un peu plus haut, mais par contre le délai est plus long. Sur B, le prix sera un peu plus bas, mais le délai est plus court. Dans l'immobilier, c'est très courant. Je fais un crédit bancaire avec un risque un peu plus élevé, le prix est un peu plus élevé. Ou alors je paye comptant et du coup le prix est un peu plus bas. Toujours dans l'immobilier, je suis OK à ce prix-là, mais par contre c'est vous qui devez prendre ces travaux en compte. Vous devez refaire les travaux d'assainissement, etc. Ou alors ça peut être sur des petits travaux. À la fin, le coût est le même, mais vous avez concédé sur autre chose. Dans une offre d'emploi, on peut rester sur un fixe qui est le même,
Mais par contre, on va jouer sur le variable, sur les jours de congé, sur plus de formation, sur des jours de télétravail. Ça permet d'avoir quelque chose d'équivalent à côté. On concède sur d'autres points. Maintenant qu'on a créé de la valeur, il faut maintenant éviter de la donner gratuitement. Nous allons maintenant parler de prix et de concession. Quelles sont les règles simples pour ne pas se faire grignoter? Un prix, ça se négocie rarement au talent. Ça se négocie sur des règles. Si on n'a pas de règles, on peut se faire avoir à la fatigue. On peut faire des micro-concessions, on peut faire des demandes de dernière minute, etc., etc. Pendant longtemps, j'ai été acheteur sur des produits que j'allais négocier en Chine. Et la technique était d'avoir des négociations qui soient très longues, avec du thé qui était servi, de l'eau, etc. Et quand on avait vraiment besoin d'aller faire une pause technique, souvent c'est sur ces moments-là où on allait céder des petites choses. Les négociations pouvaient durer extrêmement longtemps et nos interlocuteurs étaient très bons à ce jeu-là. C'est une anecdote, mais si jamais on a des règles au préalable pour se dire « je ne concéderai pas là-dessus », c'est beaucoup plus facile. L'idée derrière tout ça, c'est de protéger sa marge, sa crédibilité, et surtout d'éviter l'escalade émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait concrètement? L'idée, c'est toujours de demander une concession. Si je lâche ça, alors je veux ça. Et les concessions, elles peuvent être dégressives. Ok, vous voulez ça, je vous lâche de moins en moins. À chaque étape, on lâche de moins en moins. Le signal qu'on donne, c'est qu'on approche de la limite. Les concessions sont de plus en plus limitées. On évite les concessions gratuites. Si on fait une concession gratuite, l'autre sait qu'elle représente peu pour nous et du coup, il ne reviendra pas là-dessus. Par exemple, je peux baisser de 5% si on signe cette semaine. Je peux ajouter X si jamais vous prenez Y. On peut aussi dire, ok, je peux lâcher un petit peu là-dessus, mais par contre, je lâcherai pas 2 fois là-dessus. Je reprends l'exemple sur l'immobilier. Ok, la personne, elle a concédé en disant, ok, je suis prêt à faire quelques travaux. Et si vous êtes dans ces chaussures, vous allez dire, ok, je fais des travaux, mais je ferai pas plus de travaux que cela. Si jamais elle refait une concession, ce sera une concession, mais sur autre chose. Et justement, voici maintenant l'arsenal anti-prix. 10 tactiques de terrain avec leur parade sur le prix. Exemple numéro 1. Quelqu'un va vous dire, je n'ai pas le budget. Dans ce cas-là, vous reformulez. Est-ce que vous n'avez pas le budget total ou est-ce que vous n'avez pas le budget seulement pour ça? Vous pouvez aussi creuser. Qu'est-ce qui coince? D'accord, mais c'est quoi? C'est le montant qui vous bloque? Ou alors est-ce que c'est un arbitrage en interne? Est-ce que c'est le timing qui n'est pas bon? Vous allez creuser. La parade à cette technique-là, c'est de dire que vous allez déplacer le périmètre sur autre chose. La deuxième technique et sa parade, c'est la méthode Ackermann, si jamais il y a une négociation sur du chiffre. C'est la technique de l'ancrage. On commence bas, puis on a des paliers dégressifs avec un chiffre très précis. Par exemple, si l'objectif c'est 100, on démarre à 65%, donc à 65. Puis après c'est 85, 95, puis 100. La parade à cette technique, c'est de demander la justification. Pourquoi est-ce que le prix est de 65? Sur quel élément est-ce que vous vous basez pour proposer ces 65? Et on repose un contre-ancrage factuel. Si la personne elle est sur quelque chose, ok, on propose un contre-ancrage là-dessus pour ne pas se laisser avoir par cet ancrage. La troisième technique et sa parade, c'est la technique du bluff. À ce prix-là, j'achète pas, je m'en vais. Là, dans ce cas-là, il faut essayer de rester neutre et demander quelles sont les conditions pour avoir un oui. La question peut être, ok, qu'est-ce qui rendrait ça acceptable? La parade, peut-être de dire aussi, et vous comparez ça à quelle offre? Qu'est-ce que vous avez en face? Après, vous pouvez aussi aller jouer sur l'empathie. Par exemple, non, mais vous allez quand même pas me faire ça. Regardez le temps qu'on y a passé. Allez rajouter de l'émotionnel, de l'empathie là-dessus pour ramener la personne dans la négociation. Reconnaissez l'émotion sans céder forcément. Par exemple, je comprends très bien, mais en même temps, regardons les critères. On va comparer par rapport à des choses effectives. La technique suivante, c'est la technique du rival imaginaire. Par exemple, quelqu'un vous dit, ok, mais on me propose mieux ailleurs. Demandez des preuves et allez repackager. Par exemple, ok, mais alors ce bien immobilier-là, il est mieux sur quel point précisément? Et vous allez peut-être vous rendre compte que l'emplacement n'a rien à voir, que la surface n'est pas la même, etc. Vous allez rationaliser le point de comparaison. Demandez des preuves si jamais quelqu'un vous propose quelque chose en face. La technique suivante, c'est la technique des scénarios imaginaires. Si jamais la personne commence à donner du conditionnel. Et si jamais vous faites ça, alors est-ce que vous pourriez aussi faire ça, etc. Alors là-dessus, allez acter. Mettez un contrat conditionnel. D'accord, alors si jamais on avance là-dessus, vous me confirmez que vous allez vous positionner à telle date. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas embarquer là-dedans en ayant vraiment des engagements de la part de la personne d'en face. La technique suivante qui est moins acceptable, c'est la technique de la menace ou du chantage. Si jamais quelqu'un vous fait un certain chantage, posez une limite pour proposer un chemin rationnel. Vous pouvez également aller mettre un label là-dessus. Vous pouvez étiqueter. J'ai envie d'avoir un accord avec vous, mais si jamais on est sur des menaces, on ne va pas y arriver. Comme ça, vous mettez un doigt sur le fait que la personne vous a menacé. La technique suivante, c'est l'acheteur qui est un gratteur.
qui va toujours aller demander un petit peu plus. Il va toujours aller demander la petite chose en plus, etc., etc. La parade par rapport à ça, c'est dire, ok, on avance là-dessus, mais par contre, si jamais vous me demandez ça, moi je vais retirer autre chose, pour toujours avoir ce système de concession. Attention également à la technique de la négociation à sens unique. Si jamais c'est une personne qui demande à chaque fois, mais qui ne donne rien, il faut que ce soit réciproque. C'était obligatoire. La question là-dessus, c'est de dire, ok, alors vous demandez ça, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table en échange? Quel est l'effort que vous allez faire? Et la dernière technique, c'est la technique de la réserve, de faire une pause. Si jamais vous voyez que vous risquez de prendre une décision sous pression et qui n'est pas la meilleure, alors faites une pause et ensuite donnez-vous de la latitude pour pouvoir reprendre plus tard une négociation et reprendre du pouvoir. Vous avez le droit de faire une pause dans une négociation. Par exemple, vous pouvez dire, ok, c'est un peu éprouvant pour moi, je préfère qu'on reprenne demain et qu'on ait une proposition claire. Et si malgré tout ça ne passe pas, c'est que ça cache souvent derrière une objection. Voilà comment traiter les objections. Pour traiter les objections, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais restons simples. La technique, c'est de l'isoler, de la clarifier et de la transformer dans une condition d'accord. Par exemple, face à une objection de dire « c'est trop cher », ou « je dois réfléchir », ou « je vois avec mon associé », on ne débat pas. Soit, c'est comme ça. Par contre, on clarifie, on isole et on transforme dans un critère d'accord. D'accord, c'est trop cher. Dans ce cas-là, quel serait le prix acceptable pour vous? Ah, vous devez voir avec votre associé. Très bien. Quels sont les éléments que vous allez devoir voir avec votre associé? Comment pensez-vous pouvoir arriver à un accord et quels seraient les points que votre associé serait capable d'accepter? Pourquoi est-ce que c'est puissant de clarifier et d'isoler les objections? Parce que ça évite les objections d'écran de fumée. Les objections qui sont seulement des prétextes, mais qui au final ne sont pas le fond du problème. En creusant, en isolant les objections, cela va vous permettre d'éviter de perdre du temps et va vous donner une étape suivante concrète. Comment faire? Donc, dans un premier temps, on isole. Ok, à part ça, donc tout le reste est bon. Ensuite, on clarifie. Donc, quand vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis là, vous utilisez l'écoute active. Vous allez plus loin pour écouter l'ensemble de la pensée de votre interlocuteur. Puis ensuite, vous conditionnez. Ah d'accord, donc si on règle ce point-là, alors on peut avancer aujourd'hui. Donc par exemple, si jamais vous n'avez plus de risque sur la livraison, alors vous allez signer aujourd'hui? Ou alors, ah d'accord, donc vous devez réfléchir à quoi avec votre associé? Au budget? Au timing? À la confiance? Quels sont les éléments qui vous manquent? Sur une négociation en immobilier? Ah, vous devez être rassuré, mais sur quel point est-ce que vous devez être rassuré? Peut-être que la personne va vous mentionner qu'elle a visité cette maison, mais qu'au final, les travaux lui paraissent trop importants. Auquel cas, vous savez que ce n'est pas une question de budget, c'est une question de travaux, avec une incertitude qu'ils n'ont pas réussi à lever. Mais parfois, tout ça, ce n'est même pas une objection, c'est une tactique agressive. Nous allons maintenant regarder les tactiques agressives. Comment les reconnaître, comment les contrer. Par exemple, la technique du good cop, bad cop. Les personnes qui négocient à deux, l'un est sympa, l'autre n'est pas sympa. La technique de l'ultimatum. La technique de l'autorité supérieure, la personne qui se place avec un statut supérieur. La technique du traitement silencieux, la personne qui ne répond plus. Face à ces techniques, il faut les nommer calmement. Ok, on dirait qu'on a une pression de dernière minute. Ok, j'ai l'impression que l'un d'entre vous joue le bon rôle et l'autre le mauvais rôle. Ah, donc là, vous voulez fixer un ultimatum avec une deadline. Il faut alors revenir aux critères et au process. Mais sur quelle base est-ce que vous fixez l'ultimatum? Pourquoi est-ce que vous l'avez mis? Parmi vous deux, qui décide? Et vous pouvez ensuite proposer une alternative. Ah, d'accord, donc on pourrait avancer si jamais nous avons levé ce point-là. N'hésitez pas également à proposer des contre-offensives. Ok, si jamais vous voulez prendre ça, alors moi je récupère ça. Si jamais quelqu'un négocie au dernier moment quelque chose, ok, je suis d'accord, mais par contre on retire cet élément-là. Face à la technique du good cop, bad cop, vous pouvez par exemple dire « Je propose qu'on revienne aux critères et à une discussion unique » pour éviter d'avoir une discussion séparée entre deux personnes. Face à la technique du nibbling du dernier moment, vous dites « Alors oui, j'accepte, mais si on retire telle clause », vous avez toujours une concession à obtenir de la personne d'en face. Face à quelqu'un qui se place en autorité supérieure, vous pouvez dire « Parfait, alors on met ça dans un mail récapitulatif pour valider, pour éviter d'avoir l'aspect émotionnel. » Et l'arme qui est la plus utilisée dans les tactiques agressives, c'est le temps. Comment faire pour reprendre la main lorsque vous avez des ultimatums et des tempos qui ne vous correspondent pas? Le temps, c'est une arme. L'autre peut presser, ou alors vous pouvez structurer un calendrier. Des travaux et des analyses scientifiques montrent que la pression temporelle, elle change les comportements et que certaines décisions, certaines offres explosives, elles vont créer de la réactance et elles dégradent la qualité des décisions globales. Pourquoi est-ce que c'est puissant le temps? Parce que beaucoup de mauvais deals se signent vite pour en finir rapidement. Il faut maîtriser le tempo. Celui qui maîtrise le planning maîtrise les décisions. Alors comment faire? Il faut déjà
annoncer une deadline, une échéance réelle, quelque chose qui soit raisonné, parce qu'il y a un process interne, parce qu'il y a un planning, parce qu'il y a des choses comme ça, et éviter les ultimatums basés sur rien du tout. Il faut refuser les ultimatums qui sont complètement artificiels en proposant un timing qui soit propre. Il faut utiliser des pauses, des réserves. Quand on sent que la pression monte, ce n'est pas bon. On peut poser. Par exemple, je dois valider avant jeudi 17h, sinon mon planning bascule. Vous pouvez répondre, je ne signe pas sous un ultimatum. Envoyez-moi l'offre et je vous répondrai demain à 10h. Et toujours pareil, vous avez le droit de faire une pause. Ok, on fait une pause et je vais revenir avec une proposition structurée. Vous avez vraiment le droit. Laissez-moi le temps, je vais réfléchir à la proposition et je reviens. Alors attention, vous pouvez avoir en face une personne qui va penser que c'est une objection. Auquel cas, vous pouvez être clair. Ok, je pense que votre ultimatum n'est basé sur rien du tout et je préfère faire une pause et revenir à quelque chose de plus cohérent. Une fois qu'on maîtrise le tempo, alors on peut renforcer son influence sans forcer. Maintenant, nous allons voir les principes de Cialdini appliqués à la négociation, la persuasion éthique. Souvent, on utilise des leviers classiques. La réciprocité, la rareté, la preuve sociale, l'autorité, l'engagement. Cialdini, lui, il formalise ces principes. Et il a une version à 7 principes qui circulent largement. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que la négociation, c'est aussi la perception. Est-ce que j'ai de la confiance? Est-ce que cette personne est crédible? Quel est le risque? Quelle est la légitimité? Ça, ce sont des choses qui sont très émotionnelles. Et ces leviers, ils renforcent la solidité de la proposition sans manipuler. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ces principes? Le premier, c'est la réciprocité. On donne une valeur réelle, avec des diagnostics, des options, de la clarté, et l'autre, il nous rend quelque chose. En fait, on va donner, et l'autre qui a reçu va se sentir une obligation de réciprocité et nous rendre quelque chose. Le deuxième, c'est la preuve sociale. On va prouver par des cas clients, par des chiffres, par des choses comparables. On donne une preuve de ce qu'on apporte par d'autres expériences. Le troisième, c'est l'autorité. Nos standards, notre expertise, notre référence, c'est souvent très utilisé. Et c'est souvent, des fois, le seul qui est même utilisé. Le suivant, c'est la rareté. Une contrainte qui est vraie. Ok, en fait, c'est la seule maison de ce type sur le secteur. Ou alors, je n'ai qu'un seul créneau, je suis navré, mais en fait, je ne peux pas vous prendre à un autre moment. Nous n'avons plus de stock. Ou alors, nous arrivons au bout du calendrier et nous ne pouvons pas faire de choses supplémentaires. Ensuite viennent l'engagement, la cohérence. On essaye d'obtenir de petits oui sur des faits, puis sur la suite. Je vous donne des exemples. Pour la preuve sociale, voilà 3 cas similaires aux vôtres et voilà les résultats. Sur le prix, ok, ce tarif tient si on démarre dans ce mois-ci. Sur le planning, sur la réciprocité, on est d'accord sur l'objectif. Donc la question c'est, quel chemin choisit-on ensemble? Mais parfois, même avec les bons leviers, notre cerveau peut nous piéger. Parlons des biais cognitifs. Nous allons aborder les biais cognitifs qui sabordent les deals et les antidotes pratiques pour les éviter. Les biais cognitifs sont extrêmement nombreux. Les comprendre va servir à 2 choses. Le premier, c'est de mieux se protéger et le deuxième, c'est de mieux structurer ses propositions. En négociation, il y a beaucoup de biais cognitifs. En voici 3 principaux. Le biais de l'ancrage, dont nous avons parlé, celui-ci est très marqué. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que nous avons faite sur le sujet qui détaille ce biais. Celui-ci consiste à donner un chiffre très décalé qui ensuite va servir de base pour le restant de la négociation. Le biais de fixed pie, qui est le biais de chercher activement qu'est-ce qui est variable dans la négociation pour pouvoir créer de la valeur. Et le biais de la dévaluation en réaction. Alors celui-là est un petit peu complexe, mais l'idée c'est de faire porter la proposition par quelque chose de différent que nous. Ok, alors je vous propose ce prix, mais c'est pas moi, c'est le marché qui le propose. Regardez, j'ai été chercher des éléments et le marché dit que c'est ça. Celui-ci permet de sortir la personne en allant poser la proposition basée sur des choses factuelles qui sont externes. Moi je m'attends à tel salaire parce que la grille de l'employeur concurrent est à tel prix. Ce qui permet d'avoir une négociation salariale qui n'est pas une demande personnelle, mais une remise au standard par rapport au marché. Les biais tels qu'ils sont utilisés, vous avez par exemple, ce n'est pas mon idée, c'est ce que montrent les standards. Les biais cognitifs sont très nombreux. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le biais de la réciprocité. Quand vous donnez quelque chose, la personne va vous rendre quelque chose. Et souvent en vente, on dit qu'il faut d'abord donner avant de vouloir récupérer. Par exemple, plutôt que de relancer une personne, je vais lui dire une information, le marché est comme ceci en ce moment, etc. Et avec cette information, de manière assez subtile, la personne va comprendre que je suis en train de la relancer sans être dans une question directe. Alors, vous ne m'avez pas donné de réponse, est-ce que vous pouvez me répondre? Et elle va me répondre, et c'est un peu plus subtil. Maintenant, au-delà des biais, au-delà du mental, il y a aussi ce que l'on renvoie physiquement, le non-verbal. Nous allons donc parler du non-verbal, de la gestuelle. C'est utile, mais c'est dangereux si on surinterprète. La lecture de la gestuelle, ça s'appelle la synergologie. C'est une discipline extrêmement utile, mais avec beaucoup de choses qui sont souvent préconçues et qui ne fonctionnent pas. Par exemple,
Les bras croisés peuvent souvent être interprétés comme un signe de fermeture, ce qui n'est pas vrai. Cela dépend d'autres éléments. Donc oui, le non-verbal, ça compte beaucoup, et ça permet surtout de savoir si la personne pense vraiment ce qu'elle est en train de dire, mais cela demande un niveau de compétence qui est assez marqué. Cela implique d'avoir des connaissances sur la manière dont la personne va se positionner, utiliser ses mains, son visage, ses yeux, où est-ce qu'elle va regarder, sa position sur la chaise. De manière très simple, par exemple, une personne qui est sur la chaise dans une position arrière gauche va vouloir quitter la conversation. Une personne qui est plutôt penchée en avant va être très impliquée dans la conversation. Pour cela, nous ferons une vidéo spécifique sur la synergologie. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous verrez, c'est un outil extrêmement puissant. Que pouvez-vous faire pour utiliser la posture à votre avantage ? Ayez une posture stable, un débit posé. Utilisez des silences assumés. Et chez votre interlocuteur, observez des changements par rapport à leur base. Ne cherchez pas des petits signes. Regardez vraiment des changements radicaux dans leur comportement. Et si vous observez un changement, alors posez la question, revenez-en au verbal. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Par exemple, si vous voyez que l'autre personne se ferme, vous pouvez dire, avec une étiquette, on dirait que quelque chose vous gêne. Si vous voyez que l'autre évite un sujet, vous pouvez isoler. À part ça, tout est ok ? Si la tension monte, faites une pause, baissez le ton. Votre voix, votre ton sont très importants. Maintenant que nous avons vu tous ces éléments, l'objectif c'est de transformer ça dans une routine de négociateur. Voici une routine très simple pour poser tout cela. Premièrement, on prépare sa BATNA. On pose ses limites et on pose ses variables. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer ? Deuxièmement, on pose un diagnostic. On écoute la personne, on va lui poser les questions et on a les contraintes, les priorités et les process de la personne. Troisièmement, l'écoute active, très important, avec le miroir, les résumés, les silences. On laisse la personne aller au bout de sa pensée. Quatrièmement, on propose 2 ou 3 options. Ce sont les mésos et les trade-offs dans le log rolling. Cinquièmement, on ne concède que si on a une contrepartie. Sixièmement, on repère les techniques négatives. On recadre et on revient aux critères effectifs. Septièmement, si on n'a pas de ZOPA, de zone chevauchable, qui fonctionne pour tout le monde, alors on sort proprement, on sort du deal. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont très puissants et qui vous permettront d'obtenir ce que vous souhaitez en négociation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux, dont LinkedIn où je suis très actif et vous donne des techniques de négociation tous les jours pour être meilleur et progresser avec moi.